Bonjour à tous. Je vais partager la présentation avec Marc Franco. Je vais d'abord débuter pour aborder des mesures un peu plus générales et puis je passerai la parole par la suite à Marc qui terminera cette présentation et puis on sera bien entendu à disposition pour répondre aux questions éventuelles. Voilà. Désolé. Alors, il me semblait quand même important de pouvoir rappeler brièvement quelques notions sur le coronavirus, Covid-19 ou SARS-CoV-2. Donc, coronavirus, c'est simplement le nom de la famille des virus dont fait partie le SARS-CoV-2, qui est le virus qui entraîne la maladie, qui est le Covid-19. Comme ça, vous savez un peu plus à quoi correspondent ces différents termes. Et ça me semblait aussi important de pouvoir rappeler brièvement les différents signes cliniques que l'on peut avoir lorsqu'on est atteint du Covid-19, simplement parce que on est en phase de déconfinement, donc il faut éviter justement de nouvelles contaminations, et pour ça il faut pouvoir identifier les différents symptômes qui sont déclarés dans le cadre de cette maladie. Donc tout d'abord, ça vous le savez tous, un syndrome grippal avec fièvre. Donc fièvre, c'est une température qui dépasse les 38 degrés. Souvent associé également à une toux sèche. Voilà, donc ça, ce sont les symptômes principaux que l'on rencontre et qui peuvent être associés à une dyspnée. Une dyspnée, c'est une difficulté respiratoire que l'on a essentiellement au repos, parce que forcément, une dyspnée, on peut l'avoir lors d'activité physique, ça reste tout à fait courant et normal, mais la dyspnée est essentiellement une dyspnée de repos ou pour des efforts qui sont relativement faibles, tels que monter les escaliers par exemple, ou s'appliquer simplement. Et il y a une multitude d'autres symptômes qui sont associés à ces problèmes plutôt respiratoires. Il y a pas mal de diarrhées qui sont rapportées. Donc ces diarrhées, il faut être particulièrement attentif parce que la diarrhée est particulièrement précautionneux quand on a ce type de diarrhée parce qu'elle est extrêmement contaminante. Mais il y a également d'autres problèmes tels que des problèmes cardiaques, des problèmes neurologiques, des problèmes ORL et cutanés. Les problèmes cardiaques, c'est particulièrement important chez les sportifs, parce que les problèmes cardiaques que l'on rapporte, ce sont des myocardites qui sont souvent asymptomatiques, mais qui peuvent évoluer vers quand même des problèmes graves au niveau du cœur. Les problèmes neurologiques qui sont plus fréquents chez les personnes plus âgées, mais on a alors à ce moment-là un ralentissement moteur, on peut avoir des troubles de l'équilibre. Les problèmes ORL ont été également rapportés, tels qu'une anosmie, une agueusie. Donc une anosmie, c'est la perte de l'odorat, et l'agueusie, c'est la perte du goût. Et enfin, des troubles cutanés. Je vous ai montré ici une petite photo pour montrer justement ce qu'on pouvait avoir comme acrosyndrome. Donc c'est des problèmes cutanés essentiellement au niveau des extrémités qui peuvent être excessivement graves et qui peuvent éventuellement mener à une amputation. Donc il faut être particulièrement attentif également à ça. Alors, je voulais également vous informer qu'une personne qui a été atteinte du Covid-19 n'est plus contaminante à partir du moment où on est à plus de 14 jours après le début des symptômes et 48 à 72 heures après la disparition complète des symptômes. Donc, il faut absolument les deux conditions. Donc, 14 jours après le début des symptômes et 48 à 72 heures après la disparition du dernier symptôme. Et ça, c'est vraiment important parce que ça vous permet de déterminer si un sportif reste contaminant ou pas. Voilà. Alors, les mesures générales, un petit rappel sur les mesures générales du CNS, du Conseil national de sécurité, parce que ces consignes restent d'application et doivent être respectées jusqu'à nouvel ordre du CNS. Et donc, ces consignes qui ont été éditées depuis le 13 mars dernier visent à éviter justement la propagation du virus, à éviter l'engorgement des structures hospitalières, à interdire les rassemblements de population, limiter les déplacements superflus, et ça c'est important et on y reviendra tout à l'heure, respecter les règles de distanciation sociale, c'est également très important et on verra que dans le domaine du sport, celles-ci doivent être également adaptées, et recommande le port du masque dans les lieux publics. Alors à partir d'aujourd'hui, à partir du 4 mai 2020, concernant l'activité physique, elle peut reprendre, mais uniquement moyennant le respect de certaines conditions qui ont déjà été bien présentées par le CNS, mais qu'on va vous rappeler.
Tout d'abord, il s'agit de toute activité qui se trouve en extérieur, outdoor. Donc toute activité normalement en intérieur, indoor, est actuellement interdite. Il faut qu'il n'y ait pas de contact ni d'échange de matériel sportif. Donc l'échange de ballons par exemple, ça c'est complètement interdit. Donc tout échange de matériel sportif est interdit. On peut reprendre une activité donc outdoor avec 2 personnes maximum en plus de celles qui vivent sous le même toit, mais qui doivent également être toujours les mêmes. Et on reviendra également sur ce point-là. C'est toujours les mêmes, que qu'on ait joué au tennis, que l'on ait courir, etc. Donc quelle que soit l'activité, ça doit toujours être les mêmes personnes. Et ça c'est important. Alors on doit respecter les distances physiques de sécurité. Marc en parlera tout à l'heure, elles sont quand même un peu différentes des distanciations sociales habituelles, qui sont de plus ou moins 1,50 m. Ici, on verra qu'en fonction de l'activité physique que l'on va réaliser, celles-ci devront être adaptées. Bien entendu, vestiaires, douches, cafétéria sont interdits d'accès, mais les toilettes et les distributeurs automatiques restent actuellement en service. Et encore une fois, il y a une obligation vraiment de respecter les règles d'hygiène et les gestes barrières qui permettent justement d'éviter au virus de se propager. Donc l'ADEPS et la Fédération Wallonie-Bruxelles ont édité une petite affiche qui reprend vraiment les différents points de cette phase 1 de déconfinement de sport. Je pense qu'elle va être diffusée largement et je pense qu'il faut que vous la diffusiez également de manière largement au sein des différents clubs et des sportifs, parce que justement elle reprend vraiment tout ce qui est autorisé et ce qui est interdit pour la reprise du sport, de l'activité physique dans cette phase 1, et on va passer tout ça en revue dans les minutes qui viennent avec Marc. Alors bien entendu, les propos que l'on tient aujourd'hui ne s'appliquent pas aux sportifs de haut niveau qui, eux, ont bénéficié d'une dérogation, c'est la circulaire du 16 mars 2020, parce que les sportifs de haut niveau ont encore accès au centre sportif de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc les 4 Ouderghem, Liège, Louvain-la-Neuve et Mons, du lundi au vendredi de 9h à 17h, sous certaines conditions vraiment. Et cet accès reste limité avec des sessions qui sont programmées, avec un nombre limité de pratiquants à la fois, et les consignes du CNS doivent être respectées à la lettre. Et donc ici, cette dérogation pour les sportifs de haut niveau reste d'application uniquement pour les sportifs de haut niveau, et on n'en parlera pas actuellement dans les autres recommandations qui vont s'appliquer à la reprise d'activités sportives pour toute la communauté française, sauf ces sportifs de haut niveau. Alors, je vous ai dit qu'un des gros points principaux était le déplacement, parce que actuellement, les déplacements sont recommandés uniquement si ils sont indispensables. Mais dans le cadre de la reprise d'activités sportives, il est quand même malgré tout autorisé de faire des déplacements dont l'itinéraire serait le plus direct entre son domicile et le lieu de son activité sportive. Ça veut dire qu'on doit rester malgré tout dans un périmètre relativement limité autour du domicile. Donc, un exemple, si mon sport c'est le kitesurf, j'habite Liège, ce n'est pas raisonnable de me rendre à la côte, à la mer du Nord, pour aller pratiquer mon sport qui est le kitesurf. D'accord? Donc, il faut à ce moment-là rester raisonnable, et les déplacements qui sont nécessaires, doivent être limités autour du domicile. Par contre, si je joue au tennis et que mon club de tennis se trouve à 5 km de chez moi, ça reste une distance qui est tout à fait acceptable. Alors, concernant les clubs sportifs, il faut savoir que les salles de sport, de fitness et les piscines restent fermées pour le moment, juste en tout cas pour la phase 1, que les entraînements collectifs sont actuellement interdits, et ce pendant toute la phase 1, et ce jusqu'au 18/5/2020, où il y aura d'autres directives qui vont être éditées pour la phase 2. Et lorsque l'on autorise une activité est réalisée, celle-ci est autorisée uniquement le temps nécessaire de l'exercer, et une fois que celle-ci est terminée, bien entendu, le retour au domicile est obligatoire directement, sans passer par les douches qui doivent rester fermées, sans passer par la cafétéria qui doit rester fermée. Et donc, on se déplace pour aller faire son activité physique. Une fois que celle-ci est réalisée, on doit rentrer à domicile obligatoirement directement après. Les compétitions restent actuellement interdites,
et les centres de formation qui sont en lien notamment avec les écoles restent fermés jusqu'à nouvel ordre et évolution de ce dossier. Alors, une des mesures principales qu'il faut appliquer à la lettre, c'est l'hygiène des mains. Parce que l'hygiène des mains va permettre justement de limiter de manière significative la transmission du virus. Et il faut savoir que l'hygiène des mains, ça reste simplement le lavage à l'eau et au savon de ses mains de manière régulière pendant 45 secondes. Il faut savoir que ce virus est un virus qui est lipophile, c'est-à-dire que lorsque l'on va se laver les mains au savon et à l'eau, celui-ci va entre guillemets, désintégrer et donc ne sera plus contaminant. Donc le lavage à l'eau et au savon reste le meilleur moyen de pouvoir se laver et avoir une bonne hygiène des mains. Bien entendu, si nos mains sont propres, on peut les désinfecter avec un gel hydroalcoolique ou une solution hydroalcoolique. La solution hydroalcoolique, tout le monde peut la faire assez facilement. À partir du moment où on peut mélanger 70% d'éthanol avec 30% d'eau. Alors, il faut savoir que ces solutions hydroalcooliques et ce gel hydroalcoolique ne peuvent s'appliquer sur les mains et ne sont efficaces que si les mains sont propres. Si les mains sont souillées, par exemple, si vous avez eu un peu de terre sur les mains, si vous avez été aux toilettes ou quoi que ce soit, le gel hydroalcoolique n'est pas suffisant. Il faut se laver les mains à l'eau et au savon en premier lieu. Alors, même si les mains sont bien propres, il faut éviter quand même de se toucher le visage avec les mains. Pourquoi? Parce que la transmission du virus se fait notamment par le nez et la bouche, et que si on met sa main devant son nez ou devant sa bouche, on risque d'avoir du virus sur les mains que l'on pourrait transmettre à d'autres personnes. Alors il serait recommandé quand même d'avoir dans les différents clubs des panneaux, des affiches rappelant ces règles d'hygiène de base et ces gestes barrières pour vraiment sensibiliser et pour vraiment conscientiser tous les pratiquants à réaliser ces gestes barrières et ces règles d'hygiène continuellement, même lorsque l'on fait une activité sportive. Alors il a été beaucoup question également de la prise de température pour rechercher la présence de fièvre ou pas. Il faut savoir que la température corporelle normale est comprise entre 36,6 et 37,5 degrés Celsius. Et donc, si on reste dans cette température dite normale, on ne fait pas de fièvre. Lorsque l'on va arriver au-delà de 37,5, lorsqu'on a même au-delà de 38 degrés, on considère qu'on a de la fièvre. Alors, ce qui est communément admis et scientifiquement démontré, c'est que lorsque l'on a de fièvre ou qu'on a un syndrome grippal, il ne faut pas faire de sport pendant une semaine à 10 jours. Donc ça, c'est vraiment démontré. Pourquoi? Parce que si on a de la fièvre et qu'on a un syndrome grippal, on risque de développer une myocardite, par exemple. Donc, d'avoir une atteinte du cœur par le virus, dans ce cadre-ci, le SARS-CoV. Et donc, la température n'est pas quelque chose que l'on doit prendre absolument de manière continuelle ou avant chaque activité sportive. Habituellement, quand on fait de la fièvre, on ne se sent pas bien. Quand on a un syndrome grippal, on ne se sent pas bien du tout. Et donc, si à un moment, on décide de prendre la température de quelqu'un, s'il a de la fièvre, interdiction de sport pendant une semaine. Excusez-moi. Alors, ben voilà, justement, comme je vous ai dit que ce virus pouvait avoir un tropisme au niveau du cœur et atteindre le cœur également, il faut savoir que des sportifs peuvent être des porteurs sains ou être atteints du Covid mais avoir des symptômes vraiment minimes, et que si ceux-ci font un effort trop important, ça pourrait entraîner donc un stress au niveau du corps qui pourrait faire que ce virus vienne s'attaquer au cœur et entraîne ce qu'on appelle une myocardite. Il faut savoir que ces myocardites peuvent être souvent asymptomatiques, mais peuvent également avoir des graves conséquences chez les sportifs et chez monsieur et madame tout le monde, bien entendu. C'est pour ça qu'on recommande justement de limiter les efforts à moins de 80% de la fréquence cardiaque maximale calculée, ou ceux qui font des tests habituels peuvent l'obtenir de manière un peu plus précise. Je vous ai dit également que les cafétérias et les vestiaires allaient être fermés, mais souvent les défibrillateurs se trouvent dans ces endroits-là. Ces défibrillateurs doivent absolument rester accessibles, même si les lieux dans lesquels ils sont stockés sont fermés. Et donc, il faut peut-être changer l'endroit où on les range.
Et bien entendu, il faudra signaler absolument par une affiche l'endroit où se trouve, le nouvel endroit où se trouve le DEA, le défibrillateur, pour qu'on puisse aller le chercher rapidement en cas de besoin. Donc ça, c'est vraiment indispensable également, parce que ce n'est pas parce qu'on prend une activité physique que l'on est à l'abri de tout problème cardiaque. Voilà, je vais passer donc la parole à Marc. Oui, merci beaucoup Jean-François. Donc, mesdames, messieurs, la presse s'est fait largement l'écho du fait que le port du masque était sans doute, avec le lavage régulier des mains, le mécanisme qui pouvait protéger le plus contre cette propagation du virus à partir du moment où les gens, bien sûr, doivent avoir des relations, puisque le meilleur système est sans doute de ne pas avoir de relations et de rester confinés, puisque maintenant nous sommes progressivement entrés dans une phase de déconfinement. Nous aurons inévitablement un peu plus de relations avec d'autres personnes. Et donc, se protéger le visage, et donc particulièrement la bouche et le nez avec un masque est très important. Donc, ce que représente ici cette petite image, c'est qu'à partir du moment où personne ne porte de masque, eh bien sûr, la propagation du virus est beaucoup plus importante. On diminue déjà ce risque si celui qui n'est pas porteur porte un masque, c'est le monsieur. Si la dame qui est porteuse, elle, porte un masque, à ce moment-là, on diminue drastiquement. Mais évidemment, ce qu'il faut plaider, c'est que tout le monde porte un masque. Et donc, vous voyez qu'on arrive quand même à diminuer considérablement la propagation du virus. Alors, bien sûr, il y a différents types de masques. Hein. Il y a les fameux PFP2 dont on a beaucoup parlé. Il y a des numéros 3 encore dans les endroits de confinement. Il y a les numéros 1 qui sont plutôt les masques de bricolage, et puis il y a des masques en tissu, il y a des masques chirurgicaux, bien sûr. Tous ces masques ont des performances qui sont quelque peu différentes, mais je dirais le message est de porter quelque chose, parce que une barrière, eh bien, ça va déjà réduire considérablement la propagation de ce virus. La question est donc, quand on fait une activité sportive, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire avec ce masque? Image suivante. Et donc, la problématique que l'on va avoir quand on va faire une activité physique, c'est que ce qu'on va appeler le flux ventilatoire, et donc le flux d'expiration, eh bien, va avoir tendance à augmenter. Et donc, si vous regardez dans la partie gauche du graphique que j'ai préparé pour vous sur cette diapositive, sur l'axe vertical, vous retrouvez ce qu'on appelle la ventilation pulmonaire, c'est-à-dire tout simplement l'air que vous inspirez et l'air que vous expirez, qui est exprimé en litres par minute dans différentes situations. Et ces différentes situations, eh bien, sont représentées sur l'axe horizontal. Sur l'axe horizontal, on va représenter en fait l'intensité de l'exercice. Et donc, vous voyez que cette ventilation va augmenter avec l'intensité de l'exercice et qu'elle ne va pas augmenter de manière linéaire, on dit qu'elle va augmenter de manière exponentielle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, elle va commencer à augmenter très très vite. Et donc, si vous regardez les valeurs que l'on peut obtenir, alors on a des sujets entraînés, c'est la ligne continue, et des sujets non entraînés, qui est la ligne discontinue, mais si vous regardez les valeurs maximales, eh bien, on arrive à des valeurs qui sont de l'ordre de 150 litres par minute chez les sujets non entraînés à l'exercice maximal, et ça peut atteindre 200 litres chez un sujet entraîné à l'exercice maximal. Alors qu'il faut savoir que nous, ici, au repos, pour l'instant, eh bien, nous sommes sans doute en train de ventiler quelque chose comme 6 litres par minute. Donc la ventilation, dès que l'exercice est, je dirais, modéré, et certainement, s'il devient intense, eh bien, va augmenter considérablement. Et donc, ça va poser plusieurs problèmes. C'est qu'évidemment, les particules d'eau, cet effet aérosol, eh bien, va se dissiper beaucoup plus largement, et on va y revenir, et qu'à chaque expiration, eh bien, nous allons également expirer une certaine quantité d'eau. Et donc, si nous portons un masque à ce moment-là, eh bien, nous allons saturer notre masque avec de la vapeur d'eau, et très très rapidement, ce masque va devenir inefficace. Et donc, dans tous les sports dans lesquels il y a une ventilation qui va augmenter, eh bien, on va recommander de ne pas porter le masque, parce que si on porte un masque pendant l'activité physique, eh
bien, on va saturer le masque en vapeur d'eau et ce masque va devenir inefficace. On va croire qu'on est protégé, on protège les autres. Or, ce n'est plus vrai. Ce n'est plus vrai du tout. Donc il va falloir avoir une attention particulière aux distances entre les sportifs, puisque pendant l'activité physique où il y a une haute ventilation, on va recommander de ne pas porter le masque. Et donc maintenant, si vous regardez la partie droite de ma diapositive, en fait, ce que j'ai rapporté, c'est ce que l'on appelle la relation flux-volume. C'est en fait ce que mesurent les pneumologues quand ils vous font souffler dans leur tuyauterie, là, quand vous allez passer des examens. Alors la courbe qui est la plus à l'extérieur, c'est en fait celle qu'il mesure généralement, donc quand il vous demande d'inspirer au maximum et d'expirer au maximum, c'est pas ce qui va nous intéresser ici. Celle qui est la plus à l'intérieur et donc qui est en continu, c'est en fait ce qui se passe lorsque nous sommes au repos. Et donc ce qu'il faut regarder, c'est la partie supérieure de cette petite courbe. Et donc vous voyez que lorsque donc cette expiration, eh bien, elle va augmenter lorsqu'on va faire un exercice physique, et ce qui est représenté pendant l'exercice physique, eh bien, c'est la partie en pointillé. Donc, ce qui va se passer à l'exercice physique, c'est qu'on va ventiler plus et on va expirer, c'est assez logique, une plus grande quantité d'air par unité de temps. Et donc, merci Jean-François, oui, c'était super. En fait, il y a une étude qui a été réalisée il y a relativement peu de temps, justement, depuis la crise Covid-19, par une société de la communauté française de Belgique, d'ailleurs. Elle est installée à Wavre-Nord, et ils ont fait ça en collaboration avec l'université d'Eindhoven et l'université de Leuven. En fait, ce sont des gens qui sont spécialisés dans des modèles aérodynamiques, donc d'écoulement des fluides. Alors, ils travaillent dans différentes situations, par exemple dans la Formule 1, dans le sport, mais c'est largement utilisé dans d'autres domaines que dans le sport. Et donc, ils ont fait tourner leur modèle mathématique pour montrer comment l'écoulement de ces fluides, de cet air que l'on expire, comment ça va se passer lorsqu'on fait une activité physique. Et donc, vous voyez que ce qu'il montre dans la partie gauche de la diapositive, petit a et petit b, c'est qu'à partir du moment où on se déplace, en fait, l'air que l'on expire va être en partie respiré par la personne qui nous suit, par exemple, lorsque l'on marche. Et donc, ils ont calculé que pour avoir une distanciation qu'on ne va plus appeler maintenant une distanciation sociale, mais plutôt une distanciation sportive, quand on marche, je dirais à une vitesse de 4,5 km/h, il faudrait avoir, si on se suit, une distance de 5 mètres. Il y a moyen d'éluder un peu le problème en ne se suivant pas, mais en se mettant l'un à côté de l'autre. Donc ça, c'est dans la partie droite de la diapositive, le petit c. Donc vous voyez, les deux sujets sont l'un à côté de l'autre, et effectivement, le flux expiratoire, si on est suffisamment distant, de l'ordre de 1,50 m, le flux expiratoire va aller à l'arrière, et donc il est préférable de marcher ou de courir l'un à côté de l'autre plutôt que l'un derrière l'autre. Il est possible de le faire l'un derrière l'autre, mais il faut alors quelque peu se décaler. Alors j'ai un petit film qui illustre ça très très bien, et que voici. Jean-François, il faut cliquer pour démarrer le film. Voilà, super. Donc ça, c'est ce qui se passe lorsque l'on est au repos et qu'on ne bouge pas. Vous voyez, vous expirez, et en fait, l'expiration tombe, et 1,50 m est largement suffisant. Quand vous pratiquez une activité physique l'un à côté de l'autre, s'il y a une certaine distance entre vous deux, ça ne pose pas un problème. Mais par contre, si vous êtes l'un derrière l'autre, comme le montre l'image, très clairement, vous voyez que celui qui suit, il prend l'essentiel des particules, et donc si celui de devant est infecté, il risque d'infecter celui qui est derrière. Il y a une solution, c'est de se décaler. Merci beaucoup Jean-François, de se décaler légèrement. Alors, ce qu'ont calculé ces scientifiques, donc comme je vous l'avais dit, c'est 5 mètres à peu près lorsque on se déplace en marchant à 4,5 km/h. Si on commence à courir, il faut 10 mètres d'espace si on est à 14,4 km/h, et cette distance va encore s'accroître. Par exemple, si on fait du vélo,
bien, il faut une vingtaine de mètres d'écart si on se déplace à 28 km/h. Et donc, c'est vrai que se déplacer à vélo et se mettre l'un derrière l'autre dans un petit groupe, par exemple, de deux ou trois personnes avec des personnes qui vivent sous le même toit et puis une ou deux personnes rapportées qui ne vivent pas sous le même toit, si une des personnes est contaminée, et je dirais la probabilité de contaminer les autres est quand même relativement grande à partir du moment où il est difficile de rouler à vélo sans se suivre. Et donc on peut repasser au dia suivante. Merci. Et donc la conclusion pour les masques, c'est qu'évidemment il faut utiliser idéalement de bons masques qui recouvrent bien la bouche et le nez et qui sont bien placés. Donc normalement quand un masque est bien placé, et si vous avez des lunettes comme moi, eh bien il ne doit pas y avoir de buée sur vos lunettes. S'il y a de la buée sur vos lunettes, c'est que votre masque est mal placé et qu'il y a des fuites. Et donc il faut vraiment recommander à nos amis sportifs d'utiliser ces masques pour tous les déplacements, c'est-à-dire quand on vient à l'entraînement, on porte le masque et on porte le masque jusqu'au moment où on commence l'entraînement. Alors pour les sports, il y a sans doute deux grandes catégories, je dirais. Il y a des sports à faible ventilation, c'est-à-dire le golf par exemple peut être considéré comme un sport à faible ventilation, et donc si la ventilation n'augmente pas, je crois qu'il faut recommander de conserver le masque pendant la pratique sportive. Pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, s'il y a une haute ventilation, eh bien vous allez saturer le masque en vapeur d'eau et le masque va devenir inefficace et donc vous allez croire que vous êtes inefficace alors que vous ne l'êtes pas. Je pense que toutes les pratiques sportives dans lesquelles la fréquence cardiaque est en moyenne supérieure à 100 pulsations par minute, eh bien il ne faut plus il ne faut plus mettre de masque. Mais donc il faut à ce moment-là avoir une vigilance toute particulière à la distanciation, qui n'est plus la distanciation sociale de 1,50 m et qui, pour les raisons que je viens de vous expliquer, doit devenir ce que j'appellerais la distanciation sportive et qui va dépendre finalement de la vitesse à laquelle vous vous déplacez essentiellement. Alors une fois, pour cette dernière catégorie, donc pour les gens qui vont enlever le masque pour faire leur pratique sportive, bien on va les inviter à remettre leur masque. Et on ne va pas les inviter à remettre leur masque immédiatement après la fin de l'exercice, tout simplement parce que la ventilation met un peu de temps à revenir à une valeur normale, proche du repos. En fait, cette ventilation elle diminue très très fort dans les 3 premières minutes après la fin de l'exercice, et puis elle reste quand même plus élevée, et elle va diminuer à ce moment-là plus doucement, et ça va prendre quand même un certain temps avant de revenir à la normale, et je dirais qu'après 10 ou 15 minutes après la fin de l'exercice, eh bien, la ventilation est sans doute revenue à une valeur qui est suffisamment basse pour pouvoir remettre un masque et ne pas saturer ce masque en vapeur d'eau en quelques minutes. Donc remettre le masque de 10 à 15 minutes après la fin de l'activité. Et donc ça, c'est le moment dangereux, parce que c'est le moment, évidemment, où il ne faut pas, une fois que l'entraînement est fini, eh bien, que l'on se rapproche l'un de l'autre, que l'on discute le coup éventuellement. Et donc, c'est parce que c'est à ce moment-là qu'il risque d'y avoir des infections. S'il y a un entraîneur qui est présent, lui devrait porter le masque en tout temps. Et on vous a mis ici une petite adresse internet qui explique très très bien comment pouvoir faire votre masque buccal vous-même. Oui, Jean-François. Je vous propose maintenant de passer les différentes catégories de sport. Alors bon, on a évidemment dû faire quelques catégories arbitraires, mais j'espère que tout le monde va pouvoir s'y retrouver. Et donc, compte tenu de ce que Jean-François vous a expliqué, compte tenu de ce que je vous ai expliqué, et compte tenu évidemment des injonctions que nous recevons du fédéral et auxquelles nous ne pouvons pas déroger, donc très clairement, on peut faire des sports individuels, mais on doit les faire en extérieur. Il ne peut pas y avoir d'échange de matériel, et donc on peut être accompagné de 2 personnes qui ne vivent pas sous le même toit, mais très important, et c'est tout à fait logique, ces 2 personnes doivent être toujours les mêmes, donc c'est bien cette notion de silo, on essaie de créer des silos de telle manière à ce que le virus ne se répande pas. Et donc il est très important, si un groupe se forme, de respecter ce que je viens de vous expliquer par rapport
distanciation sportive. Distanciation sportive dont on ne parle pas évidemment dans les médias parce que c'est extrêmement spécifique à notre domaine. Donc le mètre et demi que l'on recommande, je dirais pour monsieur et madame tout le monde, c'est tout à fait logique, mais ça n'est plus logique du tout chez les sportifs. Ça doit être beaucoup plus et c'est proportionnel à la vitesse de déplacement. Personnellement, je dirais toujours, dans la mesure du possible, recommander aux sportifs d'aller s'entraîner seuls. C'est la meilleure sécurité. Et n'oubliez pas que les entraînements collectifs sont interdits, donc il est interdit de dire aux sportifs, voilà, on se retrouve tous à un endroit, on va s'écarter quand même et on va faire un entraînement tous ensemble. Pour l'instant, on ne peut pas, on verra bien ce que nous réserve la phase 2 à partir du 18 mai. La suivante. Alors concernant les sports de raquette, bon, c'est à peu près la même chose, hein. OK pour l'extérieur, OK pour la distanciation sportive, OK pour les personnes qui vivent sous le même toit et toujours avec des deux partenaires. Alors le problème des sports de raquette, c'est que bon, généralement il y a une balle, hein, volant à l'extérieur, ça paraît un peu compliqué, mais donc on va s'échanger la balle avec la raquette, donc on ne va pas toucher la balle si c'est la raquette qui touche la balle, là on est bien d'accord. Il y a sans doute une solution et la solution c'est de marquer. Donc chacun vient avec ses propres balles, on marque ses balles et on ne touche et on ne ramasse que ses balles. Si on fait cela, ça doit permettre d'avoir un jeu et donc par exemple de pouvoir faire des services dans ces sports. Une mention peut-être particulière pour le paddle, hein, puisque le paddle, c'est un sport qu'on peut considérer comme étant un sport extérieur, mais qui est quand même relativement confiné, puisqu'il y a ces grandes parois autour du terrain. Donc très clairement, ce qu'il faut, c'est qu'une fois qu'on a fait le paddle, il faudrait désinfecter ces parois. Donc évidemment, c'est faisable si on fait cet investissement. Alors on les désinfecte comment? On les nettoie. Hein. C'est exactement la même chose que les mains. Hein. Si vous prenez un détergent ou une eau savonneuse, vous nettoyez les parois. Les parois vont être désinfectées de la sorte. Vous pouvez aussi utiliser la solution hydroalcoolique dont Jean-François vous a donné la formule tout à l'heure, 70% d'éthanol, 30% d'eau. Ça va fonctionner aussi, mais simplement nettoyer au savon, c'est très bien. Et donc, c'est relativement important pour ce sport en particulier. Et la suivante. Alors, si on va pour les sports collectifs, les sports collectifs, il faut être très clair. Hein, les sports collectifs, à l'heure actuelle, ne sont pas praticables en tant que tels. Vous ne pouvez pas faire du sport collectif en tant que tel pour l'instant. Donc, ce qui est faisable, évidemment, c'est d'avoir des entraînements physiques et des entraînements techniques, soit que les joueurs et les joueuses peuvent pratiquer directement à domicile et donc ils sont envoyés par les entraîneurs et autres préparateurs physiques. Donc là, ils peuvent le faire chez eux à l'intérieur, soit qu'ils peuvent évidemment le faire à l'extérieur, mais dans les conditions qui ont été citées au préalable. Et donc, on ne peut pas, en tout cas jusqu'au 18, on ne pourra pas faire de rassemblement et donc véritablement pratiquer un sport collectif. Donc les athlètes de sport collectif, eh bien, je dirais, ils sont ramenés quasiment à faire du sport individuel et éventuellement quelques gestes techniques. Il en va de même pour les sports de combat. Les sports de combat ne sont pas praticables en tant que tels et donc il est possible de faire des entraînements physiques et techniques à l'intérieur si on est dans son propre domicile ou à l'extérieur, mais encore une fois en répondant aux normes, aux règles de confinement qui ont été rappelées déjà maintenant à plusieurs reprises. Okay. Alors les sports d'eau et les sports nautiques, donc Jean-François a bien rappelé que les piscines étaient fermées, donc ça résout le problème. Alors bon, la première ministre a utilisé a cité un sport en particulier durant sa conférence de presse qui a peut-être été un peu mal compris. Donc ce qui est autorisé, c'est une pratique sportive, encore une fois, en respectant toutes les règles qui ont été évoquées, c'est-à-dire seul ou avec maximum de personnes ne vivant pas sous le même toit. Il ne s'agit pas d'une pratique touristique, je dirais, des sports d'eau, parce qu'évidemment, certains
vu l'opportunité de redémarrer leur affaire et tout de suite ont souhaité replacer des activités touristiques. Donc je rappelle que les excursions ne sont pas encore permises. Donc les sports d'eau, finalement, oui, on peut faire des sports d'eau, une pratique sportive et les règles que l'on a rappelées pour les sports individuels, eh bien, s'appliquent strictement. Next. Voilà, donc si on veut terminer, les recommandations générales qu'on aurait à faire, c'est qu'évidemment, il faut respecter la distanciation sociale lors des déplacements vers les lieux d'entraînement, donc que l'on utilise le transport individuel, que l'on utilise les transports en commun. Il faut vraiment recommander aux sportifs de porter le masque en dehors du moment où ils font du sport. Et donc, au moment où ils font du sport, on peut leur enlever le masque on doit leur enlever le masque. On va leur recommander d'enlever le masque s'ils ont de haute ventilation et leur remettre 10 minutes, un quart d'heure après l'entraînement, en veillant bien à garder ces distanciations sportives qui sont beaucoup plus larges que les distanciations sociales. On ne répétera jamais assez que se laver les mains est extrêmement important. Et donc, je pense qu'il faut que les athlètes se lavent les mains après l'entraînement. Et donc, cela veut dire que les clubs devraient pouvoir mettre un point d'eau. Et donc, un point d'eau, ce n'est pas nécessairement une bassine, c'est un point d'eau courante et du savon à disposition. Et donc, individuellement, ils aillent se laver les mains. Avec le masque, se laver les mains est véritablement le meilleur moyen de limiter la propagation du virus. Et je pense que d'un point de vue sportif, les moments dangereux ne sont pas vraiment les moments où on fait du sport, sauf à partir du moment où on est en peloton, là, comme je vous ai montré tout à l'heure. Mais ce qui est le plus dangereux, c'est avant et surtout après. Quand on a fini l'activité, eh bien, on est des êtres sociaux et on a tendance à aller les uns vers les autres et on a tendance à discuter un peu ce qui s'est passé pendant l'entraînement. Et donc, je pense qu'il faut avoir, au niveau des clubs et des fédérations, une vigilance particulière sur le fait qu'une fois que l'activité est terminée, eh bien, on se lave les mains individuellement et on rentre chez soi pour prendre sa douche. Voilà ce que Jean-François et moi souhaitions faire passer comme message. Merci beaucoup pour votre attention et donc on rend la parole à nos collègues de l'ADEPS.